d'État et chargé des Affaires étrangères et des Guinéens à l'étranger de la Guinée. Je donne maintenant la parole à son Excellence, Francine Baron, ministre des Affaires étrangères et des Affaires de la CARICOM de la Dominique. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous salue tous. Monsieur le Président, il y a plusieurs semaines, alors que nous préparions pour parler devant cette session historique de l'Assemblée générale des Nations unies sur le programme de développement pour l'après 2015 et pendant le débat général, nous avons signalé des questions qui intéressent notre pays, notre région, les petits États insulaires en développement et toute la planète. Nous avons décidé à ce moment-là, comme nous l'avions fait par le passé, que nous devions mettre en exergue les défis qu'entraîne la concentration d'effets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et les résultats que cela entraîne pour le climat mondial. Voilà qui représente une menace pour toute notre planète, avec un impact disproportionné pour les petits États insulaires. Notre préoccupation est de plus en plus grande depuis le 27 août 2015. Le 27 août 2015, Erika, ou un ouragan, a provoqué une pluviométrie énorme dans nos pays. L'intensité de ces pluies a entraîné des inondations rapides et des glissements de terrain dans plusieurs communautés. La Dominique a été frappée durement. 13 personnes ont été confirmées décédées et beaucoup de personnes sont encore portées manquantes. Des maisons, des bâtiments publics, des routes, l'aéroport principal ont été ravagés. 2 communautés au sud de la Dominique ont été évacuées, ce qui a déplacé des centaines de familles. En nous fondant sur une évaluation initiale menée par la Banque mondiale, le gouvernement de la Dominique et d'autres partenaires pensent que Erika a provoqué des dommages aux infrastructures à hauteur de 1,3 milliard de notre monnaie. En moins de 24 heures, 90% du PIB de la Dominique a été effacé et plus de 7000 personnes ont été gravement affectées. La majorité des dommages a été soutenue dans le secteur des transports, du logement et de l'agriculture. En raison de l'ampleur des dommages et des ressources limitées de notre pays, nous avons dû dépendre du soutien de l'extérieur pour secourir dans les médias toutes les personnes affectées. Le soutien énorme nous a permis de fournir des secours à temps. Au nom du gouvernement et du peuple du Commonwealth de la Dominique et en mon propre nom, je souhaite exprimer notre sincère reconnaissance à tous les pays, organisations, ONG et organisations gouvernementales, les Dominicains, chez eux et à l'étranger également. Nous les soutenons, nous les remercions tous pour leur énorme soutien. Nous remercions tous ceux qui sont engagés à travailler avec nous pour reconstruire une Dominique plus vigoureuse, plus résistante face aux aléas du climat. Nous vous remercions de nous avoir tendu la main. Avec l'aide de Dieu, la communauté internationale et avec la détermination et la résilience du gouvernement et du peuple du Commonwealth de la Dominique, nous bâtirons une Dominique plus vigoureuse et plus résiliente. En ce faisant, par la force des choses, nous devrons tenir compte de nos nouvelles conditions et adopter des mesures qui nous permettent de nous adapter aux impacts du changement climatique. Nous pensons que le rétablissement des infrastructures endommagées représentera une tâche plus coûteuse que par le passé. Ce phénomène sape nos progrès vers la réalisation du développement durable, parce que nous avons toujours besoin d'allouer des ressources dans des priorités nationales pour répondre à ces défis. C'est des défis qui sont dus dans une grande mesure au changement climatique. Ce sont des facteurs qui contribuent à la charge de la dette de pays comme la Dominique. Nous voulons
comme nous devons répondre aux situations de catastrophe, nous avons besoin de l'assistance de la communauté internationale pour fournir à temps un accès aux dons, à des de financement dans des conditions de faveur et une assistance en faveur du développement. Voilà qui a une importance capitale pour veiller à ne pas renverser les acquis dans la réalisation des OMD. Nous voulons veiller à pouvoir honorer nos objectifs de développement durable. Au-delà de l'immédiat, notre pays demande un fonds pour réduire les risques en cas de catastrophe. Il s'agit de fournir des fonds aux petits États insulaires en développement qui ont subi les coûts des catastrophes naturelles. Dans le cas des Caraïbes, ceci pourrait se faire en collaboration avec la réponse qui existe au sein de la Banque caribéenne de développement. Nous pensons que ce fonds de lutte contre les risques soit renfloué grâce aux contributions volontaires et à celles d'autres pays, notamment ceux de la région. Monsieur le Président, depuis une décennie, le financement des changements climatiques a frappé la plupart des sites des Caraïbes. L'ouragan Ivan, système de catégorie 3, a représenté le double du PIB de notre pays. Des milliers de personnes sont restées sans abri. En décembre 2013, nous a rappelé l'impact des systèmes qui se déplacent pour la vie de notre peuple. La Dominique, Sainte-Lucie et Saint-Vincent et les Grenadines ont connu des revers de 2,3%, de 1,4% et de 12,% de leur PIB respectivement. Dans les Caraïbes, en conséquence, nous sommes du côté de ceux qui subissent les impacts des changements climatiques et ce depuis des décennies. C'est pourquoi notre expérience nous montre que les impacts des changements climatiques représentent un danger réel et actuel face à l'existence des petits États insulaires comme la Dominique. Nous subissons les effets des changements climatiques. Nous en sommes un exemple vivant. Hier encore, l'île de Bahamas a été frappée par l'ouragan Joaquin. Nous sommes solidaires vis-à-vis du peuple des Bahamas qui lutte pour faire face aux ravages provoqués par cet ouragan. Monsieur le Président, alors que nous avançons vers la COP21 à Paris, nous attendons que tous les États partis à la Convention sur les changements climatiques écoutent les avertissements de la communauté scientifique et les appels de ceux d'entre nous qui subissent les impacts des changements climatiques tous les jours. J'espère que tous prendront des engagements sérieux pour réduire le réchauffement climatique. La COP 21 doit mettre en place un système qui permettra de réaliser la notion de 2% d'augmentation des températures au maximum, et ce, en mettant en place des mesures d'atténuation ainsi que des sources financières nécessaires. Il faut de plus un régime de suivi de ces engagements. Ces engagements, bien sûr, sont louables et devraient renverser la tendance de la température moyenne du monde, mais les changements climatiques continueront d'avoir des impacts sérieux sur les pays en développement. C'est pourquoi nous demandons un nouveau mécanisme à la COP 21 qui tiendra compte de l'impact des changements climatiques et fournira des ressources aux petits pays insulaires en développement pour qu'ils répondent à ces défis. Le sommet du programme pour l'après 2015 est robuste et est axé sur les peuples. Et nous devons tous nous engager à appliquer ces dispositions dans l'intérêt d'un meilleur demain pour nos citoyens et pour les générations futures. Nous devons jouer les rôles qui nous incombent pour veiller à ce que les 17 ODD et les 169 cibles ne soient pas que des aspirations, mais soient quelque chose de réel. Plusieurs de nos priorités sont reprises dans le texte. Par exemple, il est nécessaire de renforcer la résilience et d'utiliser de façon durable les mers et les océans, la sécurité alimentaire, l'eau et l'assainissement, une énergie à des prix abordables, le crime, les changements climatiques et la consommation et la production durable.
Il nous incombe à tous, à titre individuel et collectif, de veiller à ce que soient réalisés les ODD. Le Commonwealth de la Dominique est encouragé par la lutte menée par les petits États insulaires en développement afin de réaliser l'ODD 7, à savoir une énergie à des prix abordables et propres. Il y a quelques jours, le 27 septembre, les SEEDS ont montré qu'ils étaient des chefs de file en créant la première organisation intergouvernementale, la SEEDS Docs, consacrée au CID. Nous avons 32 membres actuellement. Nous voulons nous avons ainsi une organisation résiliente. La CIDS Doc veut avoir une influence financière et des mécanismes de mise en œuvre pour que notre secteur de l'énergie devienne un catalyseur pour assurer le développement économique à faible utilisation de carbone. Ceci est urgent pour atténuer, adapter et renforcer la résilience face au changement climatique. Le gouvernement du Commonwealth de la Dominique est fier d'avoir eu la possibilité de présider le comité directeur chargé d'établir cette première organisation intergouvernementale des SEEDS. Au nom des États membres de SEEDSDOC, nous souhaitons exprimer notre reconnaissance à nos partenaires, le Danemark et le Japon, qui ont permis la réalisation de notre initiative. Nous remercions également le gouvernement de l'Autriche et le PNUD, qui ont été de sérieux partenaires dans l'esprit de Jonathan Samoa, qui nous ont permis de créer un bon centre pour assurer l'énergie propre dans les Caraïbes et le Pacifique. Nous voulons poursuivre nos partenariats dans cette initiative, dans d'autres initiatives pour réaliser les ODD. Les sites sont également préoccupés par l'utilisation durable et la préservation des ressources locales telles que nos océans, nos mers et nos ressources marines dans l'intérêt de tous nos peuples. Le SDD 14 permet aussi de maîtriser davantage la zone maritime si vaste qui est 16 fois plus grande que la masse terrestre de l'Union européenne dans son ensemble. Pour les petits États insulaires, ou plutôt pour les grands États océaniques, nous sommes les océans. C'est pourquoi nous soutenons l'initiative Nous sommes les océans, coprésidée par les îles Marshall et la Grenade, avec la Dominique joue un rôle de coordination important dans cette initiative. Pour répondre à ce besoin, il y a quelques jours, pendant une initiative avec nos partenaires, nous avons lancé une orientation. Nous voulons participer à cette initiative. Monsieur le Président, nous sommes encouragés par l'accent placé à Addis Abeba sur le programme de développement et notamment sur la modulation à l'appui du programme pour l'après-2015. C'est une combinaison de modalités de financement et de sources de financement. Cela est nécessaire pour aider les pays en développement et pour qu'ils puissent répondre à leurs objectifs en matière de développement, en fournissant un accès à des services publics essentiels, en mettant un terme à la faim, en réduisant la pauvreté, en renforçant les moyens de subsistance pour tous. La Dominique s'est donc attachée à l'appel lancé pour que le développement durable soit pris en compte avec l'idée d'équité, notamment autonomisation des femmes et des filles, parité entre les sexes et inclusion sociale. Cela fait partie des objectifs de notre politique nationale. Ces politiques sont compatibles avec les objectifs défendus par mon gouvernement. Malgré tous ces efforts, les sites à revenus intermédiaires comme le nôtre représentent une catégorie spéciale et il faut faire face à cette catégorie d'une façon qui réponde à la réalité. La mesure de revenus par habitant pour déterminer l'accès à l'APD et des financements à des conditions défavorables ne représente pas la véritable situation des sites et ne tient pas compte de nos vulnérabilités. La dette publique est un autre indicateur qui doit être pris en compte lorsque l'on examine l'état réel des pays à revenus intermédiaires comme le mien. Il est difficile pour les SIS de fournir des services publics. À cela, il faut ajouter la fragilité de nos économies et par la menace constante que représentent les catastrophes naturelles, ce qui fait que nous sommes particulièrement vulnérables. En fait, dans un rapport récent de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, il est dit, je cite, que entre 2000 et 2014, on estime que le coût économique des catastrophes naturelles dans les pays des Caraïbes dépassé 30 milliards de dollars des États-Unis. De plus, on me dit que 40% au moins de la charge de la dette des États des Caraïbes résulte de la dette encourue pour répondre aux problèmes
provoquées par les catastrophes naturelles. Une grande catastrophe naturelle peut faire reculer l'une de nos îles de plus d'une décennie, en anéantissant le PIB du pays du jour au lendemain. Des cas récents de la Dominique et de Grenade le montrent bien. Pour que le financement en faveur du développement durable soit efficace, durable et réel, les partenariats fondés sur le respect mutuel doivent exister. Les partenaires dans le développement, notamment les institutions intergouvernementales et les institutions financières, doivent répondre davantage aux besoins des petits pays insulaires en développement. Les interventions, en conséquence, doivent refléter les aspirations des gens et se fonder sur une participation réelle et l'appropriation locale. Les relations traditionnelles Nord-Sud doivent être remaniées afin de tenir compte de la collaboration et de la coopération plutôt que de se fonder sur des ordonnances et des impositions. De plus, il faut renforcer cette coopération par la coopération sud-sud et triangulaire. Les pays qui ont le moyen devraient donc soutenir la coopération triangulaire et sud-sud pour bâtir des infrastructures, pour fournir des fonds et pour participer aux activités de renforcement des innovations techniques et scientifiques. Par exemple, la République de Chine est un chef de file en matière de coopération sud-sud. Nous avons profité du rôle de la Chine grâce à des relations bilatérales. Nous remercions la Chine pour avoir contribué à créer une plateforme multilatérale pour la coopération sud-sud. Ceci s'ajoute à leur excellente coopération bilatérale. Notre coopération avec la République populaire de Chine a permis de fortes améliorations dans l'infrastructure de notre pays en matière d'éducation, de soins de santé, de sport, et d'agriculture. Nous remercions la Chine pour sa contribution. La coopération sud-sud, dans certains cas, a créé un espace économique pour notre pays afin de créer des programmes et des infrastructures sociaux dans l'intérêt de nos peuples. Un exemple est l'arrangement pétro-caribé par la République bolivarienne du Venezuela. L'Amérique latine et les Caraïbes reçoivent un approvisionnement fiable en produits pétroliers dans des conditions favorables. Cet esprit de solidarité est un exemple brillant de la coopération sud-sud. La direction du Venezuela a permis de créer une alternative bolivarienne pour les pays ALVA. ALVA continue de financer des programmes de développement en matière d'agriculture, d'infrastructure, d'éducation et de soins de santé en Dominique et dans d'autres États membres, notamment dans les Caraïbes. Par ailleurs, la République de Cuba a été un chef de file dans la coopération sud-sud et triangulaire. Cuba a fourni un soutien énorme à des pays des Caraïbes et de l'Amérique latine et même en Afrique. Ils ont fourni beaucoup de ressources humaines, notamment dans le domaine des soins de santé et de l'éducation. Par ailleurs, Cuba a fourni des activités de renforcement des capacités et a transféré des technologies dans le domaine essentiel. Nous nous félicitons des mesures prises par le président Barack Obama pour normaliser les relations entre Cuba et les États-Unis. L'élimination de Cuba de la liste des pays qui parrainent le terrorisme aux États-Unis est une cause qui nous permet de nous féliciter. C'est une cause que nous défendons depuis déjà plusieurs décennies. Ces mesures sont un pas dans la bonne direction vers la pleine intégration de Cuba dans la vie internationale, économique et dans tout le système commercial international. Nous demandons aux autres divisions du gouvernement des États-Unis de permettre au président Obama de compléter le processus en levant toutes les sanctions à l'égard de Cuba. Monsieur le Président, il y a 70 ans, le 24 octobre 1945, les Nations Unies ont vu le jour. 21 nations avaient ratifié la charte à l'époque. L'impact des deux grandes guerres mondiales qui se sont succédées avait laissé un monde exsangue, des millions de personnes étaient mortes. Le monde ne doit plus jamais connaître ces guerres. Le monde d'aujourd'hui est bien différent du monde d'il y a 70 ans. Il y a beaucoup plus d'États membres et la balance des pouvoirs s'est déplacée. Le Sud joue un rôle plus grand. Le développement humain ne connaît pas de précédent. Plus de personnes sont sorties de la pauvreté et pourtant, il reste tant à faire. Nous avons placé notre planète dans une situation périlleuse car nous avons la menace existentielle des changements climatiques, l'avènement du terrorisme et la radicalisation dans le monde entier, notamment en Irak et en Syrie. Voilà, tout cela représente une attaque contre la paix et la sécurité partout dans le monde. C'est pourquoi nous devons décider de renforcer le rôle de l'organisation pour résoudre des questions qui vont bien au-delà des frontières et qui touchent toute l'humanité et toute la planète.
Pour cela, il faut changer les méthodes de travail de l'Assemblée générale et il faut un Conseil de sécurité plus représentatif qui tienne compte de ces réalités. Nous devons continuer de demander la protection de notre planète, de l'exiger. Nous devons écouter les appels de ceux qui souffrent dans le monde. Nous devons créer et adopter des politiques qui répondent aux besoins urgents des plus vulnérables parmi nous. Et avant tout, nous devons continuer d'œuvrer en vue de résoudre les problèmes qui menacent la paix et la stabilité de nos nations. Monsieur le Président, je vous remercie. Je remercie la ministre des Affaires étrangères.